Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un débat aussi technique que symbolique au cœur de la réforme du système de santé, à savoir la substitution des médicaments. Alors que le ministère de la Santé prépare un nouveau décret pour réviser périodiquement les prix des médicaments et garantir un meilleur accès au traitement, les pharmaciens relancent la question du droit de substitution, à savoir la possibilité de délivrer un médicament équivalent en cas de rupture de stock du principe. Aujourd'hui, l'article 27 du Code de déontologie, vieux d'ailleurs de 62 ans, interdit toute modification d'ordonnance sans accord médical préalable. Pourtant, la loi 1704 confère aux pharmaciens un rôle d'analyse et de conseil. Et la Constitution marocaine, dans son article 31, garantit pour sa part le droit à la santé et à la continuité des soins. Un cadre qui semble appelé à être réconcilié avec les réalités du terrain. La Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc plaide pour une réforme encadrée et transparente fondée sur le répertoire national des génériques, qui est justement garant de la bioéquivalence et de la qualité. Une évolution qui s'inscrirait dans la logique de souveraineté sanitaire et dans les standards déjà appliqués en Europe ou ailleurs, et où la substitution est devenue un outil de continuité thérapeutique. Mais cette démarche devra trouver le juste équilibre, savoir préserver la confiance entre médecins et pharmaciens, assurer la sécurité du patient et enfin, et pas des moindres, maintenir la stabilité économique d'un secteur déjà fragilisé par la baisse des marges. En toile de fond, un enjeu commun, faire de la réforme du médicament non pas un débat corporaliste, mais un pas supplémentaire vers une santé accessible, équitable et durable pour toutes les Marocaines et tous les Marocains. Et j'accueille pour le débat ce soir, en première partie d'abord, sur le plateau, c'est Abdelhakim Zalim, pharmacien d'officine et expert en affaires pharmaceutiques. Zalim, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Et une joie renouvelée d'accueillir avec nous depuis l'Areich, le médecin et chercheur en politique et système de santé, Dr Taïb Hamdi. Le bonsoir à vous également et merci de vous joindre à nous dans Question d'actu ce soir. Merci et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Alors, messieurs, je vais d'abord m'adresser aux pharmaciens. Comment avez-vous accueilli le projet de révision des prix tous les 3 ans, donc périodiquement, comme annoncé par le ministre de tutelle? Est-ce une sécurisation du marché, une pression supplémentaire sur l'officine? En premier, il faut qu'on mette le sujet dans son cadre général. Donc, depuis 2021, le Maroc assiste, on peut dire, à une réforme en profondeur de notre système de santé. Donc, on peut la considérer comme la plus grande réforme depuis l'indépendance. Donc, qui dit réforme? Donc, ce n'est pas une réforme dont, comme on dit, c'est une réforme globale qui touche notre système de santé dans sa globalité. Et il fait suite aux hautes instructions royales pour tout ce qui est en relation avec la solidarité et l'accès au système de santé. Et pas loin de votre studio, donc l'inauguration le grand CHI, on peut dire le premier en Afrique avec des technologies vraiment inimaginables. Donc on ne peut pas faire une réforme à part. Soit on fait dans la totalité des choses, soit on va pas aboutir à la fin des choses. Revenons au sujet spécial concernant comme on dit, le projet de décret en relation avec la fixation du prix des médicaments. Donc, ce décret-là, qui est en cours de consultation, donc, l'objectif principal, c'est essayer d'améliorer l'accès aux médicaments. D'accord ? Et lorsqu'on dit l'accès aux médicaments, ça passe. Qu'est-ce que vous appelez améliorer l'accès ? C'est-à-dire essayer économiquement d'avoir des médicaments qui sont, on ne va pas parler de la qualité, l'efficacité, la sécurité, mais une accessibilité financière. D'accord ? Surtout avec une assurance maladie généralisée, donc il y aura beaucoup de pression sur les caisses de remboursement parce que la demande va augmenter, beaucoup de pression. Donc économiquement, on a besoin d'une réforme le prix des médicaments, le système de remboursement pour essayer de pérenniser financièrement ces caisses de remboursement. Et qu'en est-il de vos caisses à vous? C'est pour ça que je vous ai posé la question. Comment avez-vous, vous, en tant que praticien, pharmacien, accueilli cette révision des prix à la baisse oui. Tous les 3 ans? Est-ce que ce n'est pas une pression de plus sur les caisses des officines? Non, c'est une pression sur le secteur. Donc le secteur, il est mal économiquement
Vous parlez du côté industriel ou du côté distribution ou du côté pharmacien? Non, du côté pharmacien. Oui. L'industriel, ça ne pose pas de problème au niveau industriel parce qu'il a une marge confortable. L'industriel, lorsque le produit n'a pas une marge confortable, il arrête de commercialiser. Par contre, la distribution, c'est vraiment, on peut dire, ils seront impactés, mais l'impact va être au niveau des pharmaciens d'officine parce qu'une baisse toutes les 3 ans, c'est-à-dire une baisse du chiffre d'affaires toutes 3 ans. Et ce qui est notable, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on prend les standards de l'OMS, lorsqu'on prend le standard de l'OMS dit qu'il faut un pharmacien pour 5000 habitants. Au jour d'aujourd'hui, au Maroc, on est un pharmacien pour 2800 habitants. Il y a trop de pharmaciens. Trop de pharmaciens. Donc, démographiquement, on a trop de pharmaciens et le secteur a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas le prix du médicament. Il a beaucoup de problèmes sur le plan organisationnel et sur le plan juridique. Il y a beaucoup de choses à faire. Très bien. Mais pas sur le plan économique. Alors, est-ce que ce décret sur les prix permet de concilier réellement cette accessibilité pour le patient et aussi la viabilité économique pour vous? Donc, vraiment une question pour résumer un peu la situation actuelle. Difficile, on peut dire, résoudre une équation à 3 éléments, c'est difficile. Il y a le patient, la disponibilité et l'accessibilité. Il y a les caisses, il y a le système de remboursement dans lequel il faut qu'il soit financièrement pérenne. Il y a le secteur des pharmaciens d'officine. Donc, automatiquement, essayer d'avoir un juste équilibre entre ces trois éléments, ça va être très, très difficile. Et c'est le pharmacien d'officine qui est toujours, une fois qu'on baisse, c'est le pharmacien d'officine qui voit sa marge baisse. Donc, c'est difficile de sauver un secteur actuellement qui a beaucoup de problèmes. Alors, il y a un autre problème. Vous avez parlé tout à l'heure de changement. Qui dit réforme dit aussi polémique. Oui. Si je peux peut-être compléter vos propos. Oui. La polémique, c'est ce droit de substitution que vous réclamez. Il ne date pas de cette année. Hein. C'est une réclamation du corps des pharmaciens depuis quelques années maintenant. D'abord, quels sont les éléments qui vous ont poussé à faire ce genre de réclamation? Est-ce que c'est simplement la rupture de stock de certains principes qui vous a poussé à réclamer ce droit que celui de substitution des médicaments principes par des génériques? Donc, je vais vous dire une chose qui est très importante. Au jour d'aujourd'hui, la grande majorité des classes thérapeutiques, il n'y a plus de princeps. Il n'y a que le générique. Il n'y a plus de princeps, il n'y a que le générique. Oui. La grande majorité. Donc, pour nous, c'est quoi? Pour nous, on voit toujours le patient. Lorsque vous avez un patient qui vient chez vous, dans votre pharmacie d'officine, et qui ne trouve pas son médicament pour raison de rupture de stock, ou pour la non-disponibilité pendant un certain laps de temps. OK? Donc, automatiquement, substituer un générique par un générique, ça ne posera pas de problème. Parce que le patient, il aura son médicament sur place. Et deuxièmement, le remboursement, une fois qu'il va se faire sur le générique, les caisses, ils vont être gagnants. Donc, automatiquement, tout le monde est gagnant, le patient et les caisses. C'est vrai, le pharmacien d'officine, qu'est-ce qu'il va gagner? Le pharmacien d'officine va gagner, c'est sur le plan de gestion de son stock. Donc, nous, on va gagner sur le stock, sur la gestion des stocks. Donc, ça change, ce que change concrètement le droit de substitution, ce que vous dites, c'est la gestion de rupture de stock. Oui, la gestion des ruptures de stock et la gestion du stock des pharmaciens d'officine. Nous, on a un problème vraiment économiquement. Donc, si le stock va être géré d'une manière à ne permettre la disponibilité du médicament par le droit de substitution, on va avoir financièrement un stock gérable. Au jour d'aujourd'hui, le stock des pharmaciens d'officine, il est ingérable si on veut avoir tous les princeps et tous les génériques. Alors que c'est partout dans le monde, le droit de substitution, il a été institutionnel depuis les années 90. Ce n'est pas date d'aujourd'hui. Nous avons toujours des réticences pour des choses qui ne sont plus d'actualité. Oui. Exemple, la bioéquivalence. La bioéquivalence, il a été instaurée en juin 2012. Donc, au jour d'aujourd'hui, presque tous les médicaments génériques, ils ont leur bioéquivalence. Donc, le problème ne se pose pas. Ce qui reste, c'est le répertoire de génériques. Le répertoire des génériques, il est actuellement disponible. Donc, le répertoire des génériques, le ministre de la Santé, il a déjà présenté. Il est dans les phases finales. Donc, on aura un répertoire de génériques. Automatiquement, le droit de substitution va être cadré sur le plan juridique.
Très bien. Alors, nous avons un médecin avec nous. Oui. Aujourd'hui, la position des médecins n'est pas tout aussi favorable. Docteur Hamdi, dans quelle situation clinique vous considérez la substitution médicamenteuse acceptable? Ou doit-elle rester exclue des pharmaciens? Ben, je vais vous dire tout de suite que moi, je suis pour la substitution, je suis pour le droit de substitution. Ah. Seulement, il faut que ça soit cadré, c'est-à-dire cadré. Il faut que le droit de substitution ne laisse pas la santé du patient, ne laisse pas son budget, ni celui des caisses de maladie. C'est-à-dire, on doit délivrer au patient un médicament aussi efficace, même degré de sécurité d'utilisation, avec un coût qui est soit le même coût, donc pas de surcoût, sinon moins cher, parce que c'est ça l'intérêt du droit à la substitution partout dans le monde. Alors maintenant, pour mettre les choses dans leur cadre, au Maroc, les dépenses totales de santé, le tiers des dépenses totales de santé au Maroc, c'est le médicament. Si on prend les dépenses de l'assurance maladie obligatoire, le tiers des remboursements, c'est le médicament, ce qui est énorme. Sur le plan relatif, le pourcentage, c'est beaucoup. Sur le plan absolu, 500 dirhams par citoyen, 550 citoyens par an, c'est pas beaucoup. En Europe, c'est 5000 dirhams. Aux États-Unis, c'est 8000, 9000 dirhams. 800, 900 euros. Donc, on a un problème de coût et d'accessibilité, comme bien l'a expliqué votre invité, aux médicaments. Or, pour faciliter l'accessibilité aux médicaments, il y a le prix, il y a le levier du prix, il y a les génériques, la prescription des génériques. Au Maroc, nous sommes à 40% de taux de pénétration, alors qu'aux États-Unis, qui dépensent 16% de leur PIB, qui est colossal pour le médicament, ils ont plus de 80% de taux de pénétration des génériques. Ça veut dire qu'aux États-Unis, ils prescrivent ils consomment les génériques beaucoup plus qu'au Maroc. Troisièmement, il y a le parcours de soins et les protocoles thérapeutiques. Maintenant, si on prend la substitution, normalement, moi, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de polémique sur la substitution, le droit de substitution. Il faut que les médecins, les pharmaciens, les caisses de maladie, les autorités sanitaires mettent la main dans la main pour assurer aux citoyens marocains un médicament aussi efficace que celui prescrit, qui est le même degré de sécurité et qui est moins cher. Alors maintenant, si vous me dites que la substitution, c'est remplacer le générique par le principe par le générique, c'est pas ça. La substitution, c'est aussi donner un autre générique à la place du générique prescrit. Or, il se trouve que il y a des génériques qui sont plus chers que les autres. Donc, si on pense que la substitution, c'est prendre une ordonnance médicale, trouver un générique et le remplacer par un générique plus cher, ça n'existe nullement dans le monde. Donc, la première des choses, si on parle coût, la substitution ne doit pas engendrer un surcoût pour le patient, mais plutôt réduire le coût pour le patient ou pour les caisses de maladie. Alors maintenant, comment faire? Oui. Comment faire? Parce que ça pose problème. L'efficacité, on a la bioéquivalence, effectivement. La sécurité, est-ce que tous les génériques se valent? Et le principe sur le plan de sécurité. Non. Mais il y a un répertoire national des génériques, docteur Hamdi. Il y a un répertoire qui existe aujourd'hui. Un répertoire national des génériques. Oui. Effectivement, je vais en parler. Maintenant, le répertoire de générique qui est en train de se mettre en place. Et c'est une bonne chose. C'est un très grand pas vers la substitution. C'est une bonne chose parce que ça va assurer un groupe de génériques et de princeps qui ont la même efficacité, mais également avec les mêmes excipients. Et il n'y a pas d'excipients. On est sûr que quand le pharmacien va mettre sa main sur un médicament dans la pharmacie pour substituer à un médicament sur l'ordonnance, il va consulter le répertoire de générique, donc il va donner un médicament qui est aussi efficace, mais aussi il est aussi sûr. Maintenant, si on a des médicaments par exemple qui ont une marge thérapeutique étroite, par exemple un médicament contre l'épilepsie. Je donne un exemple. La marge thérapeutique elle est très étroite, ça veut dire si je change un médicament par un autre, même si ça appartient au même groupe de génériques, je risque de déclencher des crises d'épilepsie chez le patient. Alors, qu'est-ce que les autres pays font?
C'est très simple. Pour les médicaments qui ont une marge thérapeutique étroite, le médecin, il a le droit de refuser la substitution et il la note sur son ordonnance. Donc, le droit à la substitution, je suis complètement pour. Seulement, il faut assurer aux patients un médicament qu'on va substituer de même efficacité, de même sécurité, financièrement neutre, sinon bénéfique pour le patient. Maintenant, il faut pas que le pharmacien paye pour ça. Et là, il y a des solutions, parce que si le pharmacien vend un médicament qui est moins cher, et on n'a que la marge bénéficiaire du pharmacien, c'est un pourcentage des médicaments, on va pénaliser la pharmacie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait prendre ce groupe de génériques et mettre la même marge. Par exemple, je ne sais pas, pour l'amoxicilline, on va mettre 30 dirhams. Je dis n'importe quoi. Quelle que soit l'amoxicilline, que ce soit Princeps, que ce soit générique 1, 2, 3, 4, 5, 50, c'est le même, c'est la même marge. Dans ce cas, la pharmacie ne sera pas pénalisée. Donc, il y a des solutions pour tout, pour assurer une bonne santé aux citoyens avec des médicaments efficaces, aussi sûrs et qui ne sont pas plus chers, sinon ils doivent être moins chers. Et qu'est-ce que vous dites de la qualité des génériques, qui est pourtant validée en bioéquivalence, mais que certains médecins contestent? Quand il y a un médicament qui a sa bioéquivalence, il n'y a pas lieu de contester. Il n'y a pas lieu de contester. Il y a pourtant des médecins qui contestent cela. Là, il n'y a pas lieu de contester. J'ai peut-être la réponse en plateau, si vous le permettez, Si Hamdi. Oui, Cizali. La question est très simple. Au Maroc, on a des institutions qui sont reconnues à l'échelle internationale par l'OMS et par la direction de la qualité européenne sur la qualité des médicaments au Maroc. Une fois qu'on donne une autorisation de mise sur le marché des médicaments au Maroc, il ne faut plus qu'on parle qualité, efficacité et sécurité. Donc, tout il a été fait pour que le produit, avant d'obtenir son AMM, on a vérifié la qualité, la sécurité et l'efficacité. Les gens qui doutent. Il y en a, hein. Est-ce que les gens qui doutent, j'ai deux réponses. Est-ce que vous confirmez cela, Cizalim? Non. Parce que si on voit ce qui est exprimé par certains médecins, il y a un grand doute par rapport à la qualité de certains génériques qui sont commercialisés au Maroc. Ce sont des médecins marocains qui ont exprimé ces doutes. D'accord. Moi, ce sont des doutes qui ne sont pas fondés. Lorsque tu as des institutions, et ces institutions qui sont reconnues à l'échelle internationale, et tu fais tout le nécessaire pour que les médicaments, une fois mis sur le marché, ils ont toutes les garanties nécessaires, ça c'est un premier point. Deuxième point, je viens de dire, en début de l'émission, qu'au jour d'aujourd'hui, on traite des maladies que par des génériques. On traite des maladies aujourd'hui que par des génériques. On n'a plus le Princeps. Quel cas clinique, par exemple? Vous avez les antibiotiques. Les classes d'antibiotiques, on n'a plus de Princeps. Au niveau de tout ce qui est les antidépresseurs, on a des antidépresseurs qu'on n'a plus de principe. On n'a que des génériques. On a des produits de la gastrologie. On a des produits de la cardiologie. On a des produits de l'oncologie. Donc, on n'a plus de Princeps, on n'a que de génériques. Donc, ces gens-là, comment ils traitent les patients qui sont atteints de ces maladies? Ça, c'est un point. Deuxième point qui est très important, et je le dis, le jour où on aura la relation qui existe entre les médecins et les laboratoires claire, les relations, c'est-à-dire claires, automatiquement, on ne va plus parler de la qualité ou de l'efficacité ou de la sécurité des médicaments. Il faut un peu plus de transparence. Il n'y a pas de transparence. Voilà. Il n'y a pas de transparence. C'est comme un contrat tacite, vous voulez dire. Il n'y a plus de transparence. Le corps médical et les laboratoires pharmaceutiques. Je dis, le jour où on va arrêter les prises en charge, on va arrêter le financement des événements, à ce moment-là, on n'aura plus parlé de la qualité ou de la droit de substitution. Je vous donne une chose qui est très importante. Comment vous expliquez qu'au sein du ministère de la Santé publique, on a dans les hôpitaux que les génériques? Dans les hôpitaux collégionnaires, les ministères de la Santé publique achètent presque 90% de ses besoins que des médicaments génériques. Ils ont montré leur efficacité sur le terrain. Donc là, les gens qui doutent, regardez ce qui se passe au ministère de la Santé. On n'a que des médicaments génériques. Il n'y a plus de Princeps. Oui, mais alors, on va parler loi. Loi, oui. La loi. La loi, c'est l'article 27 du Code de déontologie, décret 263-486 de 1963. D'accord. Je précise pour la date, si vous le permettez, pour nos téléspectateurs. Cette loi, cet article interdit
toute modification d'ordonnance sans accord préalable du médecin. Que répondez-vous? C'est très simple. Ce qu'on fait actuellement au jour d'aujourd'hui, aucun pharmacien ne change une prescription. On n'a pas le droit. Il y a le code de déontologie, il y a la loi 1704. Donc, on a le droit de changer une prescription qu'avec l'accord du prescripteur. C'est la loi. Si on ne le fait pas, on est en infraction à la loi et on est en infraction au code de déontologie. Et il faut que je vous dise une chose qui est très importante. Il y a des médecins au jour d'aujourd'hui, parce qu'ils ont compris la problématique des ruptures de stock et la disponibilité, il prescrit le médicament ou il te donne le choix, ou ce médicament ou ça. Et des fois, pour certaines pathologies, il te donne la DCI, il te dit ou équivalent. Parce qu'il sait qu'il n'y a que les génériques et il sait une chose qui est très importante, que pour éviter aux malades d'aller chercher le médicament alors que tout le monde sait qu'il y a une rupture de stock, automatiquement, il donne la possibilité, dans l'ordonnance, il te dit ce médicament ou ce médicament. C'est-à-dire, il te donne le choix entre le premier ou le deuxième. Ou, par exemple, il te donne le médicament, il te dit ou équivalent, parce qu'il sait que dans cette classe thérapeutique, il n'y a que le générique, et automatiquement, substituer un générique par un générique qui est disponible, c'est ça. Donc, il faudra toujours prendre l'avis du médecin, du prescripteur. Non, il faut une chose très importante. Lorsqu'on va instaurer le droit de substitution avec le répertoire des génériques, les médecins vont être obligés de prescrire par DCI. Donc, automatiquement, lorsqu'on a la DCI, on rentre automatiquement le répertoire des génériques et le générique qui est disponible, on va le dispenser. Ce qui est chose très importante pour le droit de substitution, c'est qu'on n'a pas le droit de substituer un médicament avec un médicament qui est plus cher. Oui. Le droit de substitution, c'est substituer un médicament avec le médicament moins cher. Oui, parce que c'est pas le principe générique au générique. Oui, absolument. Docteur Hamdi, un commentaire, d'autant plus que si le pharmacien n'arrive pas à joindre le prescripteur, par exemple, il est en consultation, il ne peut pas prendre l'appel. Il faut dire, je pense qu'il faudrait clarifier des choses. On a des médicaments actuellement en antibiotiques, en cardiologie. On a les principes et on a les génériques. On a toujours les principes au Maroc et les génériques. Maintenant, la relation, personnellement, j'ai toujours combattu pour que le législateur marocain réglemente la relation entre les laboratoires et les médecins et les pharmaciens. Maintenant, c'est l'autre exemple. Quand on a un médicament et un générique, c'est pas nécessairement, ils ont la même, avec bioéquivalence, c'est nécessairement avec une même efficacité, mais c'est pas nécessairement avec la même sécurité, parce qu'il y a des génériques qui contiennent des excipients qui ont un effet notoire, et dans ce cas, ils ne sont pas considérés comme, ils ne sont pas inclus dans le groupe de génériques. Maintenant, j'ai quelqu'un qui a 70 ans, qui est diabétique, qui est hypertendu, qui vient à la pharmacie avec son médicament. Cette fois-ci, il prend son antidiabétique qui est une boîte couleur rouge. Le mois prochain, on lui délivre une boîte de couleur verte. C'est le même médicament, mais avec notre couleur. Ça risque, ce n'est pas spécifique pour le Maroc, mais pour la France, par exemple, le médecin, il met non substituable pour un médicament d'une maladie chronique que le malade, peut-être qu'il va confondre avec un autre médicament, comme vous l'avez soulevé dans la question. Donc, c'est pourquoi j'ai dit au départ, la substitution ne doit pas opposer les pharmaciens et les médecins. La substitution doit mettre sur la même table les pharmaciens, les médecins, les caisses de maladie et les autorités de santé pour trouver un compromis. On va pas réinventer la roue, on va pas réinventer la substitution. Il faut juste mettre les règles nécessaires pour que la substitution ne laisse pas la santé du patient et ne laisse pas sa poche et ne laisse pas le pharmacien et bien sûr, ne laisse pas la prescription du médecin. Le médecin, ce qui l'intéresse, d'ailleurs, ça fait partie de la déontologie, c'est de prescrire un médicament le plus efficace possible, le moins toxique possible et le moins cher possible. Et donc, à la substitution, si on a les règles de la substitution qui respectent cette trilogie, c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'on va accorder aux pharmacies marocaines le droit de substitution? Donc, de vendre les génériques qui sont moins chers et de pénaliser la pharmacie, c'est-à-dire que le pharmacien va se retrouver avec un chiffre d'affaires qui est divisé par 2 en fin de mois à cause de la substitution. Je ne pense pas que les pharmaciens vont accepter de cette manière. Donc, il faut repenser même la marge bénéficiaire du pharmacien. Et il y a plusieurs manières de valoriser l'acte du pharmacien. Notamment à instaurer un système de marge fixe, par exemple.
Non, c'est un transfert de marge. Exactement. Et les actes, il faut valoriser les actes du pharmacien. On y revient. Transfert de marge. Oui. Je vous laisse finir, docteur Hamdi. Donc, il y a des mécanismes pour que le pharmacien ne soit pas lésé, que la santé du citoyen soit préservée. Donc, on instaure un droit de refus de substitution. Si, par exemple, j'ai un médicament Princeps, moi j'ai un enfant de 5 ans, je lui prescris un sirop et le générique, il n'y a pas les sirops, il n'y a que le comprimé. Donc on va refuser on va refuser la substitution. J'ai un médicament, j'ai un patient 10 ans sous même traitement contre l'épilepsie et j'ai le droit de refuser qu'on substitue le médicament parce qu'il a une marge thérapeutique étroite. Donc, en fin de compte, la substitution, c'est assurer au patient le même médicament efficace, sûr et moins cher. Alors donc, ça ne veut pas dire du tout que, en lisant l'ordonnance, que le pharmacien, par exemple, il va resubstituer par n'importe quel générique. Il faut que son prix soit inférieur au produit prescrit. Et nécessairement, c'est pas nécessairement que le médecin doit prescrire en DCI, c'est-à-dire la domination internationale. On peut prescrire un médicament avec son nom commercial et le pharmacien aura le droit de le substituer avec un générique qui est moins cher. Donc, tout ça, c'est des formalités. Le grand principe, c'est d'assurer aux patients marocains un médicament efficace, sûr et moins cher. C'est important. Donc, toutes les solutions sont possibles. Et de toute façon, nous ne sommes pas les premiers à instaurer le droit de substitution. Il faut juste instaurer et installer un climat, un environnement juridique et financier qui va permettre justement de faire ces substitutions. On ne peut pas faire d'équilibre non plus sans les médecins. Et les médecins sont clairement réticents aujourd'hui, ces aliments. C'est très simple. Les médecins. Bon, docteur Hamdi est peut-être l'exception qui confirme la règle dans sa prise de position, mais ce n'est pas la position de l'ordre des médecins, par exemple. C'est très simple. C'est qu'il faut qu'on arrive à donner au patient le droit de dire ce qu'il veut. Lorsque le patient se présente dans une pharmacie d'officine avec son ordonnance, d'accord ? Les règles tout ce qui est droit de substitution, il se fait selon des règles scientifiques, médicales et pharmaceutiques. On ne va jamais imposer à un patient la substitution s'il n'est pas d'accord. Oui, mais du coup, le médecin traitant doit être d'accord aussi. Oui, ok. Il y a des produits, comme a dit le Dr Hamdi, il y a des produits lorsque mon patient, surtout les produits dans lesquels on parle de marge thérapeutique étroite, c'est-à-dire difficile de stabiliser le patient. Donc, automatiquement, si le médecin te dit ne pas substituable, il est dans son droit. D'accord ? Nous, en parlons des médicaments qui ont une marge thérapeutique très étroite, confortable, très large, et que toutes les garanties, même les excipients, dans lesquels certains parlent des excipients, dans les boîtes, lorsqu'il y a un excipient à effet notoire, on le met. Comme quoi l'excipient, il a un effet notoire. Ça ne veut pas dire que les génériques, il n'y a pas les mêmes excipients que le Princeps. C'est très très rare qu'on trouve un principe avec générique qui n'ont pas les mêmes excipients. C'est très rare. Pour les médecins, ils sont dans le droit d'accepter ou de ne pas accepter, mais il faut quand même qu'ils comprennent, nous sommes dans une réforme dans lesquels le droit de substitution, c'est un des éléments de la réussite de cette réforme. Mais on ne va pas faire le droit de substitution comme ça. Il y a des règles à respecter. C'est partout. Donc, au niveau des États-Unis, 90% ce sont des génériques. Au niveau de l'Allemagne, c'est 70%. Au niveau de la France, je ne sais pas combien. Mais le droit de substitution se fait partout dans le monde selon des règles. Donc, une fois qu'on va mettre ces règles-là, on n'aura pas à dire qu'on n'a pas le droit de faire le droit de substitution. Le pharmacien d'officine... Mais c'est ce que vous demandez qu'il y ait une exception encadrée, comme ce qui se fait en Belgique, en France et ailleurs, et au Canada. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Quelle est cette exception, Césaire ? C'est-à-dire, les règles, c'est quoi ? C'est-à-dire que lorsqu'on a une ordonnance, on dit au malade, voilà,
ton médecin, il t'a prescrit ce médicament. Est-ce que vous voulez qu'on vous substitue? Donc vous vous substituez au médecin? Non, on ne substitue pas au médecin. C'est pas une substitution. Il y a l'ordonnance qui est là. L'ordonnance, c'est la. Pardon. Vous vous substituez au prescripteur, non, Salim. On ne substitue pas au prescripteur. L'ordonnance est la propriété du malade. Au Maroc, on a des spécificités. On a surtout des spécificités où l'accès, par exemple, à un antibiotique est libre en pharmacie. Enfin, D'accord. Si le malade n'a pas besoin de se faire rembourser, il n'a qu'à se présenter devant vous en officine et demander une boîte d'antibiotiques et il l'a. Non, on ne conseille jamais des antibiotiques. Non, vous n'avez pas besoin de le conseiller parce que le patient vient avec déjà une idée en tête, c'est d'avoir sa boîte d'antibiotiques. Non, c'est-à-dire il faut voir la part des choses. Le patient marocain, ce n'est pas comme les autres patients. Le patient marocain, c'est le seul patient qui débourse de l'argent et qui se fait rembourser. Donc, automatiquement, il a un budget limité. Oui. Dans le parcours de soins, il y a des dépenses, la consultation, les analyses, les radios, tout ça. Donc, une fois qu'il arrive dans la pharmacie d'officine, il a un budget limité. Donc, lorsqu'on lui donne le prix de l'ordonnance, il dit « c'est cher ». Là, c'est le rôle du pharmacien de lui proposer le droit de substitution, mais de se substituer au médecin. Non, le droit de substitution, ce n'est pas une substitution de médecin. Le droit de substitution, c'est le droit qui est accordé partout dans le monde par la réglementation aux pharmaciens de substituer un principe par un générique ou un générique par un principe qui font partie du même groupe de génériques, mais pour avoir un prix très bas. C'est ça le droit de substitution. Oui, mais là, vous avez dit la loi ailleurs. Or, la loi ici, ici, aujourd'hui, on applique le droit de substitution avec l'accord du prescripteur. C'est cela. L'accord de prescripteur. C'est ce que vous demandez à ce qu'il soit changé. Non, ce n'est pas qu'il soit changé, c'est qu'on cadre cette réglementation. Oui, bon. C'est-à-dire, moi, en tant que pharmacien, lorsque je suis devant une ordonnance et j'ai un patient qui a un budget limité, je lui propose une solution qui répond à son budget. Cette solution-là répond à son budget en se basant sur un répertoire générique, c'est-à-dire, je dis que légalement, j'ai le droit de substituer ce produit-là par un générique moins cher, lorsqu'il s'agit de générique, ou là, un principe avec un générique moins cher. Si le patient il est d'accord, quel est le problème? Quel compromis, Dr Hamdi, concret, entre prix, qualité et rôle de chacun, à savoir médecin et pharmacien, selon vous? Parce que c'est là le fond du problème. Le fond du problème au niveau du médecin, il pense que si on change sa prescription, c'est peut-être que son autorité médicale a été touchée. Le pharmacien, il a des problèmes à gérer dans la pharmacie et donc il y a des problèmes de gestion de stock, il y a de marge bénéficiaire et autres. Il faut dire que l'ordonnance, la prescription du médecin, elle est toujours à respecter. Et elle est toujours respectée. La différence, c'est quoi? C'est que dans un système comme le Maroc, on n'a pas encore le droit de substitution. Le pharmacien, il ne peut pas substituer sans l'accord du médecin. Si on adopte le droit de substitution, ça devient implicite. C'est-à-dire que le pharmacien, il peut changer par un générique, sauf si le médecin s'oppose. Donc, toujours, il y a l'autorité du médecin qui est là, derrière la prescription, parce qu'il est le seul responsable de sa prescription. Sans droit de substitution, on ne peut changer qu'avec son autorité, son accord. Mais s'il n'est pas joignable. Oui, mais si le médecin n'est pas joignable. Admettons, vous êtes en consultation, c'est un cas qui peut arriver. Vous êtes en consultation, le patient se présente dans une pharmacie, dans une officine, demande son traitement. Le pharmacien lui propose un générique. Bon, il lui faut donc l'aval. Déjà, je ne sais pas comment le processus pourrait se digitaliser peut-être, mais voilà. Est-ce que on n'arrive pas à joindre le prescripteur, on fait quoi? C'est une situation qu'on gère tous les jours, 3, 4, 5, 6, 10 appels téléphoniques par jour entre nous et les pharmaciens. Et donc, c'est notre relation quotidienne. Il faut dire que la substitution n'est pas là pour régler ce seul problème.
quand on n'a pas, si le pharmacien n'a pas le droit de substitution, il va pas le faire, même si le médecin il est injoignable, parce qu'il ne va pas assumer la responsabilité d'une délivrance qui risque de causer un problème. Alors, et de fragiliser aussi peut-être l'autorité médicale, docteur Hamdi. Pardon ? De fragiliser aussi l'autorité médicale. Non, et il faut dire par exemple dans ce cas, la jurisprudence par exemple en France, c'est que le pharmacien, avant même le droit de substitution et même le changement de traitement, si on a devant un cas urgent, que le médecin il est injoignable, il y a une certaine compétence qui sont données aux pharmaciens pour agir avec la condition de l'urgence médicale. Donc, toutes ces situations sont gérables. Toutes ces situations encadrables. L'important, c'est pas en l'absence de droit de substitution, le pharmacien ne va pas s'aventurer à changer le médicament parce que s'il y a un problème qui arrive au patient, lui, il n'est pas couvert par la loi. Quand il y aura droit de substitution, s'il respecte les règles de substitution, il est couvert. Merci beaucoup, docteur Taïb Hamdi. Je sais que vous avez des engagements, notamment professionnels, qui vous attendent. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Nous allons continuer l'émission tout de suite avec Siad Mjid Belaish. En tout cas, merci encore une fois d'avoir été avec nous, docteur Taïb Hamdi. Merci à vous. J'ai le plaisir à présent d'accueillir sur le plateau de questions d'actu l'analyste des marchés pharmaceutiques, Siad Mjid Belaish. Bonsoir et merci de vous joindre à ce plateau ce soir. C'est un plaisir partagé. Marhaba bik. Alors, juste avant qu'on parle de cette agence marocaine du médicament, parce qu'elle crée aussi débat aujourd'hui, juste avant que vous n'arriviez, nous parlions de ce fameux droit de substitution. Ma question est très simple. Quel est selon vous le compromis concret entre prix accessible, qualité bien évidemment, et le rôle de chacun, le rôle du pharmacien et le rôle du médecin? Alors, le pharmacien, tout comme le médecin, sont des professionnels du médicament et de la santé. Et donc, je n'ai pas à prendre prise pour l'une ou pour l'autre, mais de parler de ce qui se fait dans d'autres pays. Les pays qui ont réussi leur système de santé, qui sont arrivés à maîtriser les dépenses santé, l'ont fait à travers le droit de substitution qui a été accordé aux pharmaciens et qui permet aux pharmaciens de remplacer un princeps par un produit qui coûte moins cher, tout en étant aussi efficace et aussi sûr. Mm-hmm. Donc, le débat que certains veulent sur et les génériques et sa qualité, c'est un débat dépassé. Mm-hmm. Ça fait 20 ans qu'on ne parle plus de la qualité, puisque tous les deux subissent le même parcours au niveau de l'ancienne direction des médicaments de la pharmacie, au niveau du laboratoire de contrôle. Donc, le problème ne se pose plus. C'est même qualité, même sécurité. Et même prérogative, du coup, pour le médecin et le pharmacien, c'est belge. Alors, disons que à la délivrance, le pharmacien a le droit de remplacer un produit par son équivalent qui coûte moins cher. Et il y a un bénéfice aussi bien pour le patient que pour l'assurance maladie. D'ailleurs, c'est la première fois au Maroc où va être officialisé le droit de substitution. Le débat existe depuis au moins une vingtaine d'années. Mais la première fois, parce que aujourd'hui que se pose le problème du financement de la santé, et on a vu que 150 médicaments absorbent 57% des remboursements. Donc, comment on va régler ça? Vous avez les produits qui coûtent plus de 10 000 dirhams la boîte, ils représentent à eux seuls 17% du remboursement. Donc, il faut arriver à maîtriser. Parce que le problème, c'est qu'avant, on avait une population limitée qui avait l'assurance maladie. Aujourd'hui, c'est toute la population. Le contexte a changé, c'est le contexte de généralisation de la couverture et aussi le contexte de souveraineté sanitaire. Absolument. Alors, il faut dire que cette agence marocaine du médicament crée aussi la polémique aujourd'hui. Que se passe-t-il, Siad Mjid Belaish, au sein de cette agence marocaine du médicament aujourd'hui? Alors, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème de ressources humaines. Aujourd'hui, il y a un blocage. Mais il faut dire aussi que le problème des ressources humaines ne date pas seulement de cette agence. Ça a commencé il y a plusieurs années avant. Et M. Zalim peut en témoigner, puisque c'est l'un des anciens de la direction. Il y a eu des départs. Et les départs vraiment des
l'élite qui avait, les gens les plus compétents, les gens qui avaient plus d'expérience, sont partis sur pratiquement les 3 derniers directeurs, il me semble, absolument. Alors, mais non, le problème qu'il y a, c'est qu'avec l'agence et la nouvelle loi, elle dit que les anciens fonctionnaires de l'ADMP vont avoir un contrat, vont passer à l'agence avec tous leurs avantages, d'accord? Et là, le problème qu'il y a, c'est que certaines personnes disent oui, mais moi, j'étais fonctionnaire et demain, je serai dans une agence où je serai jugé sur les objectifs, etc., etc. Donc, il va y avoir des choses qui sont beaucoup plus. Est-ce que moi, ça ne m'intéresse pas d'y aller? C'est leur droit. Hein. Moi, je n'ai pas à juger de leur choix. Et donc, ça a créé ce problème qui s'est compliqué. Aujourd'hui, cette agence, face à ce problème et avec un blocage des dossiers, il n'y a pas beaucoup de dossiers qui sont traités. Et il a tout intérêt à aller vers un appel à candidature, à recruter massivement. Alors justement, ça a déjà commencé, Cisalim, en rappelant quand même que l'annonce a été faite par le syndicat, par l'UMT, que plus de 80%, tenez-vous bien, des 250 fonctionnaires que compte cette agence, 80% de ses employés souhaitent réintégrer leur poste d'origine au ministère de la Santé. Un commentaire. Non, c'est très simple, comme a dit Sieb Mjid, ça fait longtemps qu'il y a ce problème, dit le personnel. Mais avec l'agence, lorsqu'on a fait le transfert de tout ce qui est prérogatives de la direction de médicaments de la pharmacie à l'agence du médicament, il y a un petit problème au niveau côté personnel. C'est-à-dire qu'au niveau il y a le texte de loi, ce texte de loi, une fois que l'agence a été créée, l'ensemble du personnel qui est actuellement au niveau de l'agence, il a jusqu'à 30 novembre pour décider est-ce qu'il va rester au niveau de l'agence ou est-ce qu'il va partir. Je pense qu'il n'a pas eu un terrain d'entente entre le directeur général de l'agence et le personnel. C'est la raison pour laquelle 80% du personnel veut c'est-à-dire rejoindre le ministère de la Santé. C'est une situation de blocage qui est très difficile. Il faut essayer de trouver une solution d'entente parce que vider l'agence de 80% de son personnel, c'est fermer l'agence complètement. Bon, après, ce n'est pas l'agence qui veut vider le personnel, hein. C'est le personnel qui veut quitter, mais qui veut regagner un peu c'est un choix. Le ministère. C'est un choix. Oui. C'est un choix qui a été donné au personnel par la loi. Moi, si j'étais un responsable, je peux prolonger le détachement de ce personnel-là jusqu'à trouver une solution. Parce que, alors, vous faites bien de rappeler l'échéance. L'échéance, c'est 30 novembre. C'est au 30 novembre. C'est-à-dire au 30 novembre, mais au jour d'aujourd'hui, l'agence peut se retrouver vide. Non, mais au jour d'aujourd'hui, on a encore le temps de donner à ce personnel-là qu'il reste détaché auprès de l'agence jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Mais d'ici 30 novembre, faire partie 80% du personnel de l'agence, ce n'est pas la solution. Quand bien même l'appel à candidature est ouvert. Même l'appel à candidature. La question n'est pas dans l'appel à candidature. La question, il est sur 2 points qui sont essentiels. Premièrement, comme on dit, le transfert, c'est-à-dire la période de transition, c'est-à-dire le passage des dossiers de l'équipe ancienne à l'équipe nouvelle, premièrement. Et deuxièmement, il y a un savoir-faire. C'est ça qui est très important. Comment vous, en tant que pharmacien, vous pouvez être impacté par ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'agence du médicament? Comme a dit M. Mjid Blaïs, il y a un grand retard maintenant qui s'accumule sur les dossiers d'enregistrement, médicaments aux produits de santé. D'accord? Automatiquement, l'impact va être très important sur beaucoup de choses en relation avec la disponibilité des médicaments et des traitements. Donc c'est ça le problème, c'est l'agence, c'est elle qui encadre un secteur. Donc on a au jour d'aujourd'hui, si tu veux apporter une seule matière première pour fabriquer un médicament, il faut passer par l'agence. Si vous voulez importer un médicament pour un patient, il faut passer par l'agence. Si vous voulez fixer un prix d'un médicament, il faut passer par l'agence. Si vous voulez enregistrer un produit, un dispositif médical, il faut passer par l'agence. Donc c'est comme on dit, c'est la plaque tournante de l'ensemble des produits, des médicaments
et des produits de santé qui sont commercialisés au Maroc. C'est elle qui régule ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, si jamais, d'ici 30 novembre, 80% vont partir, je vois mal comment on va recruter 80% dans un laps de temps, les former. Premièrement, c'est la formation, faire un transfert de savoir-faire d'il y a des années et des années, et après, tourner la machine. Le problème n'est pas tellement celui de prolonger, parce que ça ne changera rien du tout. Oui. Vous avez des gens qui vous disent, nous, on ne veut pas de ce statut de contractuel avec l'agence. Nous, on veut rester fonctionnaire. Qu'est-ce que cela implique, rester fonctionnaire ? C'est-à-dire pour que chacun assume ses responsabilités aussi. Ce sont des fonctionnaires qui... On a parlé au tout début de cette émission, juste avant que vous n'arriviez, c'est Abdelmjid Blaich, de réforme. Qui dit réforme dit changement. Le changement ne fait pas consensus. Oui. Le changement peut faire peur. Oui, quant à des habitudes aussi, des modes de travail. Donc, au final, ce sont des fonctionnaires peut-être qui ne sont pas d'accord sur le nouveau mode de management, à savoir orienté résultat. Oui, absolument. Et reddition des comptes. C'est-à-dire que là, ils vont se retrouver dans un fonctionnement comme celui du privé, ce qui fait peur à un fonctionnaire. Mais le problème, c'est que s'ils ne veulent pas rejoindre l'agence, ça veut dire qu'ils vont se retrouver fonctionnaires du ministère de la Santé. Or, il n'y a plus ce lien entre l'agence et le ministère de la Santé qui était... L'ADMP, c'était un bras du ministère de la Santé. L'agence, non, c'est différent. Oui. Elle est autonome. Elle est indépendante, oui. Absolument. Et donc, c'est un problème. Ça veut dire que ces gens-là vont se retrouver au ministère de la Santé qui va les affecter dans différents services ou dans des pharmacies hospitalières, mais ils ne pourront pas faire leur travail de celui qu'il faisait au niveau de au niveau de l'agence. Ça ne sera pas possible. Oui, ça ne sera pas possible. Et le problème, il est là. Il y a le blocage. Le blocage, prolonger la durée ne changera rien du tout. Quelle serait la solution selon vous, Abdelmjid Blaich ? Alors, c'est d'aller rapidement vers un appel à candidature, recruter un maximum de gens. Les pharmaciens, c'est pas ce qui manque au Maroc. Et les former, ça prendra du temps. Mais vaudrait mieux qu'ils vont empêcher le fonctionnement. Donc c'est les retards, c'est ça le danger que vous voyez ? Le retard, qui dit retard, des médicaments qui attendent leur AMM, les contrôles, les inspections. Il y a énormément de fonctions qui vont s'arrêter. C'est ça le problème. Alors quelle est la solution ? La solution, je pense qu'il faut s'asseoir autour d'une table entre deux personnes sages et discuter et trouver un terrain d'entente. Je ne pense pas que les 80% de personnel... mais s'ils ne veulent pas rester à l'agence, s'ils ne veulent pas se plier aux nouvelles exigences, il faut dire. Parce que la réforme, c'est cela. Ce sont de nouvelles exigences. Le personnel, il dit une chose qui est très importante. C'est-à-dire, le personnel, il dit, on peut rester, travailler à l'agence, pas de problème, mais en tant que détaché jusqu'à ce qu'on trouvera une solution. Les gens qui veulent intégrer l'agence, parce qu'ils n'ont pas de visibilité. Mais il y a déjà des gens qui ont eu leur validation pour partir. Pour partir. On parle d'une quarantaine d'employés. Oui, mais il y a une centaine de personnes qui attendent. Il n'y a pas encore de décision. Oui. Normalement, c'était prévu une réunion aujourd'hui avec le ministère de la Santé, avec l'EMT. Il a été reporté au mercredi. Donc, je pense que le report, ça permet de voir et de décider et de prendre des décisions qui seront dans l'intérêt du pays. Et la stabilité de cette institution est essentielle, messieurs, il faut le rappeler. Et pas seulement pour ces gens-là, pour la santé des Marocains en général. Les enjeux sont énormes. Elles sont énormes, ça dépasse le cadre de l'agence. Ça dépasse beaucoup de cadres, c'est au plus haut niveau, c'est-à-dire... Et effectivement, il faut qu'il y ait du dialogue. Voilà, absolument. Oui. Mais si les gens veulent partir, personne ne pourra les empêcher de partir. Non, les gens, c'est pas qu'ils veulent pas. Les gens, ils veulent s'asseoir autour d'une table et trouver les solutions à n'importe quel problème. Les gens qui veulent rester à l'agence, ils vont rester à l'agence. Les gens qui veulent intégrer le ministère de la Santé, mais je pense qu'il faut du temps. Il faut bien gérer la période de transition. Il faut que le fonctionnement continue à fonctionner en attendant
de recruter de nouvelles personnes, de les former. Ce sont des pharmaciens. Oui, c'est des pharmaciens. Mais ce n'est pas obligatoirement des pharmaciens. Il y a des pharmaciens, il y a des scientifiques, il y a des techniciens, il y a des préparateurs en pharmacie, il y a des chimistes, parce que l'agence, ce n'est pas que des pharmaciens. Il y a des chimistes, il y a des préparateurs en pharmacie, il y a des techniciens, il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Il y a des gens qui travaillent au laboratoire de contrôle de médicaments, il y a des gens qui travaillent dans l'évaluation et tout ça. Donc, Quel est le rôle aujourd'hui de l'agence, concrètement, dans la souveraineté sanitaire du Royaume ? Le rôle de l'agence, si on peut dire le rôle de l'agence, c'est un rôle qui est vraiment très essentiel. Dans quel sens ? Dans le sens que, sur le plan médicaments et produits de santé, c'est la structure qui doit gérer tout ce qui est en relation avec la qualité, la sécurité, l'efficacité et tout ce qui est événement après commercialisation, la fixation de prix des médicaments. Non, mais c'est l'industrie surtout. Oui, l'inspection. C'est-à-dire, il encadre. Parce que le Maroc importe, il faut le dire, la moitié de ses médicaments. En valeur. On va vers ça. Ouais. On va vers ça. On est dans ça. Non, on va vers ça parce qu'on est parti de 80%, 20%. Et on va vers 50-50. La situation se dégrade. Le déficit de la balance commerciale pharmaceutique se dégrade d'une manière dramatique. Et d'ailleurs, j'ai fait une projection sur les données de l'Office d'échange de 2025 à partir du premier semestre. Ouais. Ça continue. Hein. Ça continue. Des chiffres sont très, très inquiétants. Et d'ailleurs, d'où l'activation de cette agence est aussi une urgence, au-delà du quotidien. C'est-à-dire, il faut encadrer le secteur, il faut encourager la fabrication locale des médicaments et des produits de santé. Et il faut arrêter les pratiques qui consistent à donner des AMM en importation pour des médicaments fabricables au Maroc, qu'on peut fabriquer localement. Il faut arrêter avec ça. Ça, c'est le rôle de l'agence. Oui, absolument. Il faut encourager la fabrication locale. Voilà. Tout ce qui est fabricable doit être fabriqué La souveraineté, ça passe par la fabrication locale des médicaments et des produits de santé. Tout à fait. Alors, merci messieurs. Rappelons aussi que cette agence dispose d'un budget en tout cas dans le cadre du projet de loi de finances 2026, de l'ordre de 150 millions de dirhams. Voilà, merci, on finit avec ce chiffre quand même. Merci beaucoup messieurs, merci Syed Hakim Zali, merci à vous aussi Syed Mjid Blaïch, merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission que nous avons consacrée au secteur du médicament, un secteur, comme vous le savez, très vital pour, bien sûr, le citoyen, mais aussi pour notre industrie et donc notre économie. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée.